Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La mesure était réclamée de longue date par Volodymyr Zelensky. Les États-Unis viennent d'autoriser l'Ukraine à utiliser ses missiles longue portée pour frapper la Russie en profondeur. Et le Kremlin réagit également ce matin, estime que la décision de Joe Biden est de nature à jeter de l'huile sur le feu dans ce conflit. Moi, je n'appelle pas ça de l'huile sur le feu. Je dis simplement, c'est plutôt Joe Biden qui cherche à empêcher que la politique qu'il a menée auprès de l'Ukraine soit mise en échec par l'arrivée de Trump dans 2 mois. Certains craignent que cela représente une escalade majeure dans le conflit. Du point de vue militaire, il est certain qu'aujourd'hui les Ukrainiens sont à la peine. Ils ont besoin d'avoir d'abord un renfort moral. Il y a une volonté de la Maison-Blanche d'aider au maximum les Ukrainiens avant que la prochaine administration s'installe à la Maison-Blanche. Et donc le Kremlin accuse Joe Biden de jeter de l'huile sur le feu. Le président des États-Unis autorise donc l'Ukraine à utiliser des missiles américains de longue portée contre la Russie. La réponse de Washington au bombardement dévastateur de ce week-end en Ukraine et l'arrivée de soldats nord-coréens en soutien aux troupes russes. Alors parlons vrai, est-ce que l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche va changer le cours du conflit en Ukraine? Croyez-vous que Zelensky, avec l'aval de Biden, va frapper des villes russes dans la profondeur? Et à cette question, frappe russe, missiles américains, sommes-nous dans une escalade incontrôlable? Vous dites oui désormais à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Noé est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Baptiste Noé. Philippe Bilger, cette décision grave quand même. Absolument, mais à partir du moment où on voulait absolument la défaite de Poutine, comme l'a dit Loïc Guérin tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi on a tant tardé à permettre l'utilisation de ces missiles à longue portée, parce qu'il fallait être cohérent. Et seconde observation, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être de la part de Joe Biden une posture psychologique qui consistait à devancer peut-être la mansuétude de Trump contre l'Ukraine et en faveur de Vladimir Poutine. Je pourrais dire ironiquement, comme beaucoup de journalistes qu'on vient d'entendre sont d'accord avec moi, je vais finir par m'inquiéter, mais en réalité, je crois que le caractère psychologique de la décision de Trump ne doit pas être sous-estimé. Françoise Degois. Oui, alors je suis d'accord avec le caractère psychologique, mais en réalité, je pense que c'est pas de la psychopolitique, c'est tout simplement de la politique. On sent bien que Joe Biden veut aller au bout de sa logique et de sa cohérence. Les États-Unis n'ont jamais lâché l'Ukraine, en réalité, même s'il y a eu des atermoiements, notamment sur les missiles, bien sûr. Mais la réalité, c'est que quand vous voyez l'effort de guerre des États-Unis depuis 2 ans et demi sur l'Ukraine, pour l'Ukraine, vous pensez que, on en parlait souvent avec Philippe David, parce qu'on est passionné d'armement, est-ce que vous pensez vraiment que l'Europe peut se substituer une seule seconde à la puissance qu'ont fourni les États-Unis aux Ukrainiens? Donc peut-être que c'est psychologique, mais je pense que c'est bien au-delà de nananananer, Donald il est méchant, il me remplace. Non, je pense que c'est une décision politique puissante de Biden jusqu'au bout d'aider l'Ukraine, parce qu'on peut imaginer avec Donald Trump une forme de retrait, en tout cas dans l'aide, évidemment. Loïc Guérin. Alors je rejoins la conclusion, même s'il y a peut-être un aspect aussi politique derrière. Il y a peut-être les deux d'ailleurs, l'un n'empêchant pas l'autre. Je regrette toutefois qu'il ait pris 2 mois à le faire. C'est-à-dire qu'en pleine campagne, et j'ai une interrogation avec un début de réponse, mais qui n'est que le mien bien évidemment, sur les doutes ou la peur qu'a eu le camp démocrate aux États-Unis de nourrir la critique de Trump sur l'aide apportée à l'Ukraine, et de peur d'animer un peu trop le débat sur ce terrain-là, à artificiellement, parce que militairement ça n'a aucun sens, volontairement limiter les possibilités d'usage des armes qui étaient livrées, y compris les nôtres d'ailleurs, parce que les missiles Scalp français ont été limités parce que les Américains, 500 km théoriquement. Voilà, 300 à l'export, voilà. Non mais oui. 300 à l'export, 500 non, mais et cette limite-là qui était artificielle aurait dû. Diplomatique quasiment. Il n'y a plus de diplomatie. On est en guerre, on a un pays qui est matraqué chaque jour, des Ukrainiens qui souffrent tous les jours, des civils qui meurent par milliers, par centaines, des cibles civiles qui constituent chaque frappe russe est un crime de guerre en droit international. On vise des centrales électriques, on vise des hôpitaux, on a le système dit de la double frappe, où on frappe un lieu, parfois d'ailleurs des hôpitaux ou des hôtels qui hébergent des journalistes étrangers, exprès, pour frapper l'opinion. Et on refrappe 20 minutes après, le temps que les services soient venus
pour tuer les secours et tuer les ambulanciers qui sont arrivés. Ça, ce sont des crimes de guerre. C'est quotidien. Alors, soit on se bouge, soit on est complice. Jean-Baptiste, Je voulais juste, vous savez très bien que le seul problème est que nous avons une puissance nucléaire, c'est tout. Voilà. Donc, et c'est pas des atermoiements. Jean-Baptiste Noé est avec nous, On va y revenir, alors. rédacteur en chef de la revue Conflit. Jean-Baptiste Noé. Conflit, pas conflit. Conflit, pardon. Cette décision de Joe Biden, c'est une décision de politique intérieure ou une décision de politique étrangère? Les deux, mais effectivement, il faut bien préciser le tempo. C'est-à-dire que le président est élu le 5 novembre, Donald Trump, et il sera président effectif le 20 janvier. Donc il y a 2 mois et demi où il n'est pas président. Joe Biden qui est toujours président, et donc il prend des décisions effectivement de politique étrangère, mais évidemment en regardant aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et cette décision, c'est vraiment un effet cliqué, c'est-à-dire que Donald Trump aura beaucoup de mal à revenir dessus. Il peut revenir dessus, mais ça sera un acte politique important, un marqueur politique important. Donc, il est évident que cette décision est à la fois un positionnement pour l'Ukraine et aussi pour les États-Unis. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'elle se fait 2-3 jours après que Zelensky ait dit qu'il espérait la fin de la guerre en 2025 par la voie diplomatique. Donc, on avait une sorte d'engagement diplomatique il y a 3-4 jours, et là, on repart vers une décision militaire, d'engagement militaire complet. Oui, enfin, mais non. À votre avis, Jean-Baptiste Noé, cette décision qu'a prise le président Biden, est-ce qu'elle n'est tout de même pas, comment dirais-je, un petit peu discutable? Est-ce qu'on a le droit, aux États-Unis, dans une période d'intérim, de prendre une décision si lourde de conséquences? Est-ce que ça n'est pas, entre guillemets, un sale coup qu'il fait tout de même? Alors, d'un point de vue juridique, il peut tout à fait prendre cette décision. Ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est du ressort du président. Il est toujours président. Après, on peut effectivement toujours considérer qu'à 2 mois de la fin de son mandat, c'est une lourde charge qu'il laisse sur l'administration qui va lui succéder. Mais Joe Biden est un fin politique. Il fait de la politique. On peut quand même se demander, vu son état de santé mentale, dans quelle mesure c'est réellement lui qui a pris la décision. Si ce n'est pas surtout l'administration Biden, le secrétariat de la Défense qui a vraiment pris la décision et qui l'a imposé à Joe Biden déclinant. Peut-être, bien sûr, Joe Biden déclinant, mais quand Joe Biden avait toute sa raison, c'est-à-dire au début du commencement de la guerre et de l'agression indigne, intolérable de la Russie sur l'Ukraine, Joe Biden avait encore toutes ses capacités cognitives et il n'a jamais changé de discours. Donc ça, il faut quand même le dire. Par ailleurs, moi, je veux bien que... Mais il n'était jamais rentré si fort. Mais si, il a toujours... Il a traité de Poutine de dictateur. Enfin, on a l'impression qu'on oublie. Non, mais il a livré. Mais surtout, il a livré. Il a délivré des milliards de dollars d'armes. Il a joint les actes à la parole. Il a vraiment s'est engagé. Je pense que c'est un peu compliqué ce que vous dites sur on était sur une solution diplomatique et maintenant sur une solution militaire. Pas du tout. Enfin, je veux dire, quand Zelensky dit j'espère une paix, il parle pas d'une paix russe. Il parle pas de la paix d'une certaine manière que Donald Trump veut négocier avec Vladimir Poutine justement pour avoir la paix, c'est-à-dire une paix russe. Zelensky n'est pas du tout dans cette capitulation-là. Donc, s'il vis pacem parabellum, je pense que tout est assez logique quand même. Jean-Baptiste Noé. Oui, alors après, ce qu'il faudra voir, c'est s'il y a usage effectif. C'est-à-dire que là, Joe Biden autorise en quelque sorte l'usage des missiles. La vraie rupture, elle sera si les missiles sont réellement utilisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans une stratégie d'influence, de pression, on va dire, par les mots. C'est-à-dire que on monte d'un cran, mais ça reste uniquement verbal. On alerte, donne la possibilité de... le vrai palier sera franchi si un jour l'armée ukrainienne fait usage de ces missiles. Vous avez 100% raison, bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Et là, on aura franchi un vrai palier. Oui, c'est un casus belli, là, on est bien d'accord, franchement. Emmanuel Macron a dit ce week-end, le président russe Vladimir Poutine ne veut pas de la paix avec Kiev, il n'est pas prêt à négocier. Est-ce que de toute façon, on n'en sortira jamais de cette guerre ? C'est tout le problème, c'est qu'effectivement, les Russes sont en position de force, ils tiennent le territoire, ils avancent un petit peu tous les jours, l'armée ukrainienne de plus en plus affaiblie, et donc vous ne négociez pas quand vous êtes en position de force. Et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez négocier? C'est-à-dire que les Russes ne vont pas quitter la Crimée et le Donbass. Sauf si vous avez du lourd derrière. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'appui. Et donc là, effectivement, on peut dire, on va s'arrêter, on va arrêter les Russes là où vous êtes, parce que sinon, on peut faire une riposte plus massive. Mais il est
il est évident qu'aujourd'hui, les Russes n'ont pas intérêt à arrêter le conflit. Petit élément à garder aussi à l'esprit, les Ukrainiens ont eu, et je serai peut-être minoritaire ici, mais peu m'importe, un coup de génie en passant la frontière et en allant occuper une partie de la région de Koursk, qui tiennent toujours d'ailleurs. Ce coup de génie qui au début était passé largement critiqué par nos experts de plateau, je suis désolé d'être méchant, et je vous vise pas vous, mais un certain nombre d'anciens généraux, qui parfois sont assez proches d'ailleurs des Russes, viennent nous expliquer qu'ils n'auraient pas fait ça, ils savent mieux que les Ukrainiens. Moi je constate en attendant que leur coup est génial, parce qu'avec l'arrivée de Trump, ils tiennent une partie du territoire russe, et ça contraint Poutine, pour le coup, à lâcher du territoire conquis, pour échanger avec le territoire russe conquis. Avec Loïc, et l'usage des armes en profondeur sur le territoire russe s'inscrit dans cette logique-là aussi. 50 000 hommes sont apparemment rassemblés par les Russes en ce moment pour lancer l'assaut de la zone qui est encore tenue par les Ukrainiens en Russie. Ces armes-là vont avoir une importance cruciale dans les jours, semaines qui viennent pour stopper l'offensive russe et avoir pour l'Ukraine et pour Zelensky cette énorme contrepartie, monnaie d'échange pour récupérer une partie du Donbass, au moins. Cette attaque est aussi importante d'un point de vue symbolique, on va dire un point de vue de l'estime de soi pour les Ukrainiens. Parce que quand bien même ils perdraient définitivement la Crimée et le Donbass, ils peuvent quand même se revendiquer d'avoir mené une opération directement sur le sol russe. C'est très important pour l'histoire et pour la mémoire de la guerre. Et surtout que Koursk, c'est quand même un lieu emblématique pour les Russes de la Deuxième Guerre mondiale. J'aime beaucoup Jean-Baptiste Noé. Et vraiment, je voulais vous féliciter, Jean-Baptiste, parce que j'entends toujours vos interventions. Vous êtes le premier à mettre un point sur l'essentiel, l'estime de soi et la mémoire de la guerre. Et je trouve que c'est pas simplement de la diplomatie. Et je peux échanger un bout du Donbass contre ce que j'ai pris en Russie. C'est vraiment l'histoire, la psyché collective d'un peuple. Bravo. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci Françoise Debois, merci beaucoup Loïc Guérin. Dans un instant, Philippe David avec vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On va sceller 3 ans de partenariat avec Sud Radio, c'est important de le dire. Vous allez l'annoncer ce soir, ce partenariat qui perdure surtout et qui nous a permis d'ouvrir une fenêtre sur l'engagement de personnalités, de gens sur le terrain qui est toujours formidable. Et de beaucoup d'associations. On est déjà allé 2 fois à Marseille pour le G500 citoyens. Là, c'est pas vraiment le même plan. On va aller, ce sera du côté de Lille. Donc là, c'est vraiment l'autre bout de la France. Eh ben, très bien. Mais on va en parler dans quelques instants. Et sinon, on vous retrouve demain à 17h avec Philippe David. Merci Maxime, merci Justine, merci Majid, merci Félix et merci Aude. On se retrouve demain à 17h. Dans un instant, Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.